Bienvenue à ce numéro du débat du dimanche qui sera essentiellement articulé autour de ces attaques terroristes perpétrées à Ouagadougou, des attaques terroristes qui ont fait au moins 29 morts. Nous allons en parler avec nos invités. Nous parlerons également de ce réaménagement gouvernemental au Mali et, si le temps le permet, la pré-campagne électorale au Bénin et au Niger. Vous le savez, 2016, année électorale en Afrique avec des présidentielles un peu au Gabon, entre autres, au Tchad, au Congo, le Niger, le Bénin. Nous allons en parler si le temps le permet, donc avec nos invités. Etienne Fakaba Sissoko, enseignant, Mam Diarra Diop du Journal du Mali, l'Hebdo, Alexis Calambri des Échos, Serge Daniel, journaliste écrivain. Nous tenterons de joindre également depuis Ouagadougou Dieudonné Zungrana. Il est le directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso, et également Gilles Yabi de l'International Crisis Group. Il est fondateur du think tank Wati qui est depuis Paris. On va essayer de le joindre. Premier thème de cette émission, ces attaques terroristes au Burkina Faso qui ont fait au moins 29 morts. Deux complexes situés sur l'avenue Kwame Nkrumah, à savoir le Splendide Hôtel et le bar-restaurant Cappuccino. Les assaillants venus à bord de véhicules tout-terrain ont tiré à bout portant sur vigiles, passants et clients. Nous écoutons ici les témoignages de quelques rescapés et on se retrouve juste après. Ils ont commencé à tirer, tout le monde s'est couché à terre. Et dès que tu soulevais la tête, on t'abattait directement. Donc il fallait faire semblant seulement d'être morte. Et on venait même à nous toucher par les pieds pour voir si quelqu'un est vivant ou pas. Dès que tu es vivant, on te tire dessus. Donc ils tiraient en bas, ils sont montés aussi sur l'étage. Ils ont commencé à tirer là-bas. Quand ils vont, ils reviennent. Donc, quand ils sont montés, ils ont allumé le feu. Ça a quitté en tout cas du toit. Et la salle a été carrément brûlée. Et on était dedans. En même temps, il était impossible de respirer. C'était difficile. Il y aurait encore sur des personnes qui n'étaient pas mortes. Et quand ils sont sortis, ils ont mis le feu au Cappuccino. Et le feu, la fumée a commencé à étouffer, à m'étouffer, à étouffer d'autres personnes et les survivants, et chacun a commencé à se diriger vers la porte. C'est en ce moment que j'ai regardé au dehors, j'ai vu que je ne voyais personne. Et moi je suis sorti à travers la fenêtre qui était cassée. Après s'être rendu sur les lieux, le président du Faso Roch Marc Christian Kaboré s'est adressé à la nation le soir. Roch Marc Christian Kaboré, que nous écoutons ici. Peuple du Burkina Faso, concitoyennes et concitoyens, cet acte criminel d'une rare barbarie perpétrée contre d'innocentes personnes et que l'organisation criminelle d'Al-Qaïda au Maghreb islamique vient de revendiquer vise à déstabiliser notre pays et ses institutions républicaines et à saper les efforts de construction d'une nation démocratique, paisible et prospère. Or, c'est pour reconquérir, préserver et consolider ces valeurs de démocratie, d'état de droit, de justice, de liberté et de progrès que notre peuple insurgé s'est battu depuis les 30 et 31 octobre 2014 et lors du coup d'État du 16 et 17 septembre 2015 jusqu'au succès des élections couplées présidentielles et législatives du 29 novembre 2015, marquant le retour à une vie constitutionnelle normale au Burkina Faso. Voilà, comme on l'a dit au cours de cette émission, nous allons tenter de joindre Dieudonné Zungrana depuis la capitale burkinabé. Mais déjà, Mam Diarra Diop, est-ce que vous avez été surprise, question classique, est-ce que vous avez été surprise par ces attaques perpétrées à Ouagadougou? Pas vraiment surprise, je me demandais où est-ce que ces terroristes allaient attaquer en ce début d'année 2016. Et ce qui est surprenant ici, c'est plutôt la violence de l'attaque. On monte d'un degré supérieur si on compare au Radisson le 20 dernier. Là, on frappe deux endroits
un café-restaurant, on sait que c'est une heure aussi le soir où les Ouagalais sont dehors. Donc il y a une volonté véritablement de marquer les esprits. On attaque le restaurant, ensuite les terroristes s'introduisent dans un hôtel effectivement qui est fréquenté par des Occidentaux. Donc on monte dans un degré supérieur de violence pour montrer un peu que voilà, cette sous-région du Sahel aujourd'hui, elle est fragile. Hier c'était le Mali, aujourd'hui c'est le Burkina, demain ça peut être une autre capitale africaine. Le Mali avec le Radisson hier, aujourd'hui le Burkina Faso. Etienne Fakaba Sissoko sur la question. Il fallait s'y attendre. Absolument. Aujourd'hui, c'est tout le Sahel qui est menacé par ces attaques terroristes et l'enlèvement de la Suissesse dans notre pays montre également que les Occidentaux également sont visés dans ces attaques et ce qui montre encore une fois de plus que nous avons de gros efforts à faire en matière de sécurité. Mais je me disais que le Burkina Faso allait être le dernier verrou qui allait sauter. Parce que vous vous souvenez, au moment des élections, la tension était tellement forte que chacun présageait justement des attaques. Mais le Burkina Faso a pu déployer un dispositif sécuritaire suffisant pour contrecarrer tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un déficit dans le dispositif sécuritaire? Est-ce qu'on n'a pas relâché un peu? C'est au-delà de l'émotion, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser. En tout cas, ce qui semble être clair, c'est que le président de la République a pris l'ampleur de la situation, a pris la mesure de la situation, et j'espère que de façon concertée avec les autres pays, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Tchad et même le Nigeria aujourd'hui, doivent coordonner leurs actions et mettre en place enfin cette fameuse unité spéciale de lutte contre le terrorisme. Oui, Alexis Kalampi sur la question. J'ai quand même été assez surpris. C'est-à-dire, je m'attendais à des mouvements du genre harcèlement des troupes comme on voit aux frontières, mais vu la posture du Burkina pendant la crise malaise, c'est-à-dire plus dans la médiation, plus dans l'apaisement et même disons, le fait d'avoir, été l'interface pendant longtemps, je ne m'attendais pas à ce que, fondamentalement, on ne voit pas à première vue de raison d'une telle barbarie à Ouaga sur des populations. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la limite, on va obliger le Burkina qui est à une phase assez délicate parce que une transition s'est achevée, un nouveau pouvoir s'est installé et on va amener ce pouvoir effectivement à se braquer, alors que jusque-là le Burkina s'était montré plus dans un mouvement de conciliation, de recherche de solutions plutôt que de prendre position dans la guerre. Okay. Moi, je suis pas du tout surpris. Vous savez que vous avez environ 10 500 casques bleus aujourd'hui sur le territoire malien. La première force, le premier contingent est burkinabé. Vous avez 1500 à 1600 burkinabés. Après, c'est le Bangladesh et après le Tchad. On dit généralement que c'est le Tchad qui a le plus fort taux le contingent le plus important, mais ce n'est pas vrai. Donc évidemment, le Burkina était dans le collimateur. Disons qu'à l'époque de M. Blaise Compaoré, puisque c'était l'interface, le Burkina avait récupéré le rôle que jouait le Mali dans la libération des otages, ça pouvait laisser entendre que les islamistes n'allaient pas taper le Burkina. Mais il y a eu deux choses au Burkina. Vous savez que M. Diendéré, qui est aujourd'hui arrêté, était le patron de tous les services de renseignement du Burkina. Il n'a pas été remplacé. Donc le système a dû se dérégler à un moment et ça a dû faciliter les choses. Mais le Burkina était dans le collimateur. Moi, je n'ai pas été étonné. Mais ce qui m'a frappé plutôt, et les témoignages sont très importants, c'est que cette fois-ci, les islamistes ou les djihadistes, les terroristes, tout ça ensemble, ne sont pas venus sur le terrain pour s'attaquer seulement à des étrangers. Ils voyaient bien que c'était des Burkinabés, ou du moins des Africains, des gens qui avaient la peau noire. Ils se sont attaqués de manière claire, c'est-à-dire aux étrangers et aux nationaux ou aux Africains. Et l'autre particularité, j'en aurais terminé, c'est qu'on a assisté quand même à une double attaque
généralement, c'est une seule attaque. C'est-à-dire, on cible Byblos à Sévaré, on cible Radisson à Bamako, mais là, vous avez quand même 2 attaques à la fois, de manière simultanée, comme si les choses étaient coordonnées. Une triple attaque, d'ailleurs, une triple opération, puisque nous avons eu l'enlèvement, le rapt d'un couple d'Australiens, 84 ans, hein, et donc, comme si c'était parfaitement organisé. Et la dernière chose qui m'a frappé, c'est la capacité qu'ils ont eu à pénétrer la capitale du Burkina Faso. Ils ont dû parcourir 1 millier de kilomètres, faire entrer au moins un véhicule, faire entrer des hommes, et cette fois-ci, et ça c'est le fait nouveau, c'est que, d'après ce qu'on nous dit, il y a également une femme dans le commando. Donc ça c'est quand même terrible, c'est quand même une attaque multiple, complexe, qui prouve que les islamistes s'organisent, les djihadistes s'organisent de plus en plus dans la sous-région. Ok, c'est cela dit, hein, on va revenir vers vous, Etienne. Cela dit, après ce premier tour de table, on me fait signe que nous avons Dieudonné Zoungrana en direct de Ouagadougou. Dieudonné Zoungrana est le directeur de publication du journal Aujourd'hui au Faso. Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, Dieudonné. Ouais, bonsoir, c'est tout à l'heure. Voilà, Dieudonné, quelle est l'atmosphère qui prévaut ce dimanche soir au niveau de la capitale burkinabé? C'est une atmosphère assez morose, teintée de tristesse pour les raisons évidentes que vous savez. Parce que depuis le 15 janvier dernier, c'est-à-dire vendredi, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, a été frappée en plein cœur par des djihadistes, avec à la clé 29 morts et plusieurs blessés, avec 173 personnes libérées qui avaient été prises en otage. Donc vous comprenez que le cœur n'est pas à la fête aujourd'hui pour les Burkinabés. Ok, Dieudonné, je vais vous poser la même question que nous avions posée aux invités autour du plateau. Vous, le vendredi soir, est-ce que vous disiez que votre édito du lundi matin, qu'à la une de votre journal le lundi matin, il y aurait ces attaques au niveau de la capitale burkinabé? Évidemment, comme tous les confrères, l'édition de demain, le 18 janvier, sera consacrée à la tragédie de l'avenue Kwame Nkrumah, ce qui s'est passé à l'hôtel Splendide et surtout au café Cappuccino, vont noircir nos pages. Est-ce qu'elles vous ont surpris, ces attaques? Oui et non. Oui, parce que la soudaineté avec laquelle c'est intervenu vraiment surprend plus d'une personne, parce que on se dit quand même qu'on était épargné par l'effet domino qui frappait d'autres pays. Non, parce qu'il y avait quand même des petits précurseurs qui devaient nous alerter, parce que vous savez qu'il y a eu des attaques à l'ouest et puis au nord du Burkina, on a vu sur le point des djihadistes. Donc ces petits précurseurs-là devaient en tout cas nous donner la puce à l'oreille. On aurait pu avoir le nez creux pour deviner que ce qui est arrivé au Niger et au Mali, un jour tôt ou tard, ça nous arriverait. Donc, oui ou non en même temps. Ok. Merci, Dieudonné Zoungrana. Peut-être vous allez rester avec nous tout au long de l'émission. C'est pas la peine souvent de vouloir nous suivre avec le poste téléviseur. On va revenir vers vous. Mais Alexis Kalambri, est-ce que sous Blaise Compaoré, il fallait s'attendre à ces attaques-là? On a l'impression qu'il y avait un pacte de non-agression entre le président Compaoré, qui avait offert gîte et couvert aux ex-rebelles. Sous Blaise, il n'y a pas eu d'attaque, mais il a suffi qu'il parte, que le nouveau régime essaie de s'installer pour que le pays soit frappé. Plus qu'un pacte, hein, on a vu sur le tard, disons, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remontrances et de signes d'alerte de certains milieux, mais sur le tard, on a découvert qu'avec Blaise, c'était plus que cela. On a vu après comment Bassolé et Diengéré étaient mieux introduits au niveau dans ce milieu-là, comment le Burkina a procédé à des exfiltrations
parce qu'à l'époque, il y avait une vraie accointance entre irrédentistes et djihadistes. Donc, non, je pense que Blaise était plus que ce dont vous le qualifiez. Je pense qu'il était un peu parrain. À la limite, ça entre dans l'analyse. Est-ce que du fait que ces gens n'ont plus ces protections, non plus les parrains qu'il faut, est-ce que cela ne les amène pas à s'attaquer au Burkina sans raison valable à ce niveau-là? Ok, Etienne Fakaba. Non, il ne faut pas avoir peur ni honte de le dire. Aujourd'hui, il est clair que le fait que Blaise ne soit pas là joue énormément dans cette situation. Et le fait que Serge rappelle justement le fait que Diendéré n'ait pas été remplacé joue également dans la balance. Vous avez suivi l'arrestation de certains responsables justement du MNLA. L'interpellation. Bon, après il a été entendu, auditionné, et puis après il est rentré. Il y a beaucoup de personnes qui ont été interpellées également. Donc ça montre qu'aujourd'hui, ils n'ont plus cette couverture-là qu'ils utilisaient pour utiliser le Burkina Faso comme étant base arrière, justement. Et c'est sur ça que le Mali doit peser également, c'est sur ça que les autorités doivent analyser pour véritablement arriver à bout de cette lutte. Mais juste pour terminer, la présence des femmes dans les commandos, la présence des enfants dans les commandos est un signe que ces groupes sont en perte de vitesse. Parce qu'en général, c'est lorsque on n'a pas suffisamment de bras valides qu'on se tourne vers les enfants, qu'on se tourne vers les femmes. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il faut analyser cela dans ce contexte. On va venir vers la revendication et mais déjà, Mme Diarra, sur cette question, est-ce que vous pensez que les attaques du 15 janvier sont des continuums à la tentative de putsch manquée du général Diendéré du 16 septembre 2015? Est-ce qu'il faut l'entrevoir comme ça? Bon, c'est une analyse, la question se pose, mais moi j'ai juste envie de dire que c'est plutôt une volonté de tester aussi la capacité et un nouveau pouvoir qui est là en place. Effectivement, sous Compaoré, il y a des choses cette situation peut-être n'aurait pas eu lieu. On peut même faire un parallèle avec le Mali sous ATT, où jusqu'ici tout avait été contenu. Il a suffi que ATT tombe pour que ce soit la débandade. Mais aujourd'hui, moi, je pense que ces gens-là, ils sont toujours en train de mesurer les capacités militaires et opérationnelles des pays du Sahel qui aujourd'hui sont soumis à cette menace terroriste. Et qu'il y ait des femmes ou pas dans les commandos, moi, ça ne me surprend pas. Hein. C'est des gens qui ont été embrigadés. Et il ne faut pas être surpris de voir femmes ou enfants ou même des gens complètement inattendus, comme pour l'attaque du Radisson où on avait un profil, on ne savait pas trop s'ils étaient somaliens, d'où ils venaient ou si c'était des Ghanéens. Bon, de toute façon, c'est des gens qui cherchent toujours à surprendre et qui aujourd'hui multiplient, comme disait Serge tout à l'heure, c'est une attaque multiforme qui fait même un peu penser à celle de Paris, où on a eu plusieurs sites qui ont été attaqués. Là, au Burkina, c'est pareil. On essaie de voir comment les forces réagissent. Il y a quand même aussi des présences de forces étrangères au Burkina Faso. À l'époque, sous Blaise Compaoré, il n'avait aucun intérêt à attaquer le Burkina. Le Burkina n'était pas un allié direct, c'est-à-dire qu'il ne combattait pas sur le même terrain que les djihadistes, mais le Burkina réglait des problèmes que le Mali a réglés à un moment, parce que le Burkina, je l'ai dit tout à l'heure, a pris le manteau malien à un moment, c'est-à-dire que toutes les négociations passaient par Ouaga. On voyait les otages rencontrer Blaise, libérer, rencontrer Blaise avant d'aller chez eux. On voyait les diplomates canadiens, l'affaire de Robert Flower et de Louis Gay, deux diplomates canadiens enlevés au Niger, ramenés dans le nord du Mali. Finalement, c'est le Mali qui menait les négociations, mais après, ça a été le Burkina. Donc, il n'avait strictement aucun problème. Il n'avait pas intérêt à attaquer le Burkina en ce moment. Mais rapidement, pour par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la présence de la femme, ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus de combattants, c'est la stratégie. C'est-à-dire c'est le développement d'une nouvelle stratégie qu'on a vu au Tchad, qu'on a vu au Niger, où ils mettent des ceintures d'explosifs aux femmes. Ou au Boko Haram, c'est ce que je voulais dire. Donc, avec Al-Qaïda, on en reparlera tout à l'heure à revendiquer, mais ça, quand même, l'autre particularité, c'est qu'ils ont utilisé une méthode qu'utilisent généralement, comme tu viens de le dire, Boko Haram. C'est pour vous dire que c'est du sérieux, c'est du vraiment lourd, c'est du terrorisme lourd. On a assisté à un terrorisme lourd au Burkina. Le groupe qui a revendiqué, qui est quand même, je crois que il y a Mokhtar Belmokhtar qui est derrière aussi. Les signataires par le sang qui ont vraiment une stratégie de marquer. Et quand on pense à l'attaque du site gazier en Algérie,
le degré est supérieur par rapport à ce qu'a vécu Ouaga. Ok, si on se focalise sur la revendication, même non seulement il y a AQMI, Al-Mourabitoun, mais il y a cet autre groupe, l'Émirat du Sahara, et quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un couple australien aussi qui a été enlevé. Il y a 5 Émirats au Sahara qui constituent Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais l'Émirat du Sahara, c'est l'Émirat le plus redoutable, c'est-à-dire ceux qui opèrent dans le nord du Mali, et c'est dirigé essentiellement par l'Algérien Yahya Bouamam. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, c'est qu'en fait, ils sont tous ensemble. L'une des rares belles choses qu'Étienne a dit ici un jour, c'est qu'ils sont tous ensemble. C'est qu'il y a des passerelles entre tous ces groupes. Tous ces groupes, ils sont ensemble. Lorsque vous voyez en Sardine revendiquer, en Sardine, c'est une petite Katiba d'AQMI, le Front de Libération du Masséna, c'est une petite Katiba, ils sont tous ensemble. Et ils sont tous ensemble et c'est redoutable. Vous avez vu la composition du commando qui est intervenu. Vous avez des peaux claires, vous avez des peaux moins claires, vous avez des peaux noires comme la mienne. Ils sont tous ensemble. C'est une véritable industrie d'opération qui agit aujourd'hui dans le Sahel. Okay. Mais on n'a pas du tout l'impression que nos dirigeants sont responsables. Nos dirigeants sont sourds parce qu'ils ne veulent pas comprendre que la lutte sera transversale ou elle ne le sera pas. C'est-à-dire que si vous voulez lutter demain efficacement contre le terrorisme, et j'en aurais terminé, débarrasser le nord du Mali du terrorisme, débarrasser le nord du Mali des trafiquants de drogue. Sinon, c'est un entrepôt d'otages, mais en même temps, c'est le réservoir ou la base de repli de toutes ces forces-là et qui vont se métastaser. Aujourd'hui, on parle du Mali, demain, on parle du Burkina. Demain, ça sera une autre capitale africaine. Okay. Il ne faut pas attendre que ça se déroule, que ça se passe avant de s'émouvoir. D'accord. On a Gilles Yabi en direct de Paris. Il est le fondateur du think tank Wati et past directeur de International Crisis Group Afrique de l'Ouest. Monsieur Yabi, bonsoir. Bonsoir, Gilles Yabi. Oui, bonsoir. Voilà. Je vais juste enclencher avec là où Serge a terminé. On sait que sur certaines parties du Mali, l'État malien n'a aucune mainmise, aucun contrôle. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que ça peut servir de base arrière pour les groupes terroristes, pour essayer de progresser vers les autres pays de la sous-région? Oui, je pense que cela peut favoriser clairement les activités des groupes terroristes dans la mesure où vous avez des parties d'un territoire où il y a une très faible présence de l'État, voire une inexistence de l'État dans sa dimension sécuritaire, mais également dans toutes ses autres dimensions. Vous avez effectivement davantage de facilité pour des groupes de se préparer d'un point de vue logistique pour perpétrer des attaques. Maintenant, évidemment, il faudra préciser ce qu'on entend à nouveau par présence de l'État et comprendre également que malheureusement la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la région est une situation qui n'est pas nouvelle et on a laissé pendant trop longtemps ces groupes s'installer sur le territoire malien et pas seulement sur le territoire malien et on a donc maintenant une très grande difficulté à pouvoir faire face à cette situation. L'attaque au Burkina Faso, ça vous a surpris ou il fallait s'y attendre? Non, je pense qu'il fallait s'y attendre. Il n'y a aucune indication permettant de savoir qu'elle aurait lieu en ce moment, aussi rapidement après la dernière attaque à Bamako. On pouvait difficilement savoir que le Burkina Faso serait la cible, disons, prochaine dans la région. Ça aurait pu être ailleurs. Je crois que cette attaque montre simplement que tous les pays vraiment de la région sahélienne et même au-delà en Afrique de l'Ouest sont directement concernés et que finalement la seule limite, une limite opérationnelle, c'est-à-dire que les pays qui sont évidemment les plus proches des territoires où ces groupes ont déjà une base et une connaissance du terrain, ces territoires sont évidemment plus rapidement exposés, mais ce qui ne veut pas dire que les territoires qui sont un peu plus éloignés ne le sont pas. C'est peut-être malheureusement simplement une question de temps. Merci Gilles Yabi en direct de Paris. Mam Djara Diop, le
tout nouveau régime au Burkina Faso. On rappelle que certains ministres n'ont même pas reçu leur feuille de mission. Le président vient à peine de s'installer. Est-ce qu'il faut s'attendre à des difficultés en termes d'opérationnalisation, de réussite de cette lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? Non, mais moi je crois qu'il faut déjà que ce régime prenne le pas d'une coopération sous-régionale avec les autres pays. Il faut activer ça et coordonner, mettre les moyens en synergie. Je crois que le président malien a dépêché son premier ministre. Oui, on va en parler. On a même un extrait de oui, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il est clair que de toute façon, ils sont arrivés, ils sont à peine installés, ils sont confrontés à ça. Donc c'est déjà un premier avertissement. Il faut immédiatement prendre le pas de cette lutte. Le Burkina a un avantage, ils ont une armée qui est là, qui est déjà beaucoup plus structurée, beaucoup plus formée que nous au Mali, qui avons une armée qui est en refondation. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui une synergie d'action entre ces différents pays, peut-être avec le Niger aussi qui est voisin et qui jusqu'ici réussit plus ou moins à contenir cette menace-là. Oui, Etienne Fagaba Sissoko, c'est vrai que le président Kaboré avait parlé de cette menace dans son discours d'investiture, mais ces attaques changent beaucoup dans son programme. C'était la relance économique, l'emploi pour les jeunes, mais avec ces attaques-là, ça chamboule tout. Absolument, les priorités changent, mais ce qui est important d'abord pour le président et ce gouvernement, c'est d'abord de changer de cap. Aujourd'hui, avec le départ de Blaise, de Diendéré, de Bassolé, donc il y a cette nécessité-là de continuer à couper ce lien qu'il y a entre les groupes terroristes au nord du Mali, les groupes rebelles au nord du Mali et le pouvoir central du Burkina. Et je crois que ce travail-là a commencé avec les interpellations dont on parlait tout à l'heure. C'est ce qu'il faut d'abord faire au niveau interne. Maintenant, pour venir à bout de cette menace-là, il est clair qu'aucun pays du Sahel à lui seul ne peut le faire. Donc il faut se mettre dans cette dynamique de coopération internationale, se mettre dans la dynamique du G5, même si aujourd'hui le véritable problème c'est que nos chefs d'État malheureusement n'ont pas pris l'ampleur de la situation ou sont incapables de réagir face à l'ampleur de cette situation. C'est ce qui est inquiétant. Et on espère que Marc-Christian Kaboré avec sa trempe pourra véritablement servir de levier, servir de leader dans cette nouvelle lutte-là. Alexis, dans des pays où tout est prioritaire, est-ce que la lutte contre le terrorisme devient désormais la priorité des priorités au Burkina? Pas seulement au-delà. C'est-à-dire, déjà, si vous avez vu les organisations même pour le développement, organisations sous-régionales, comme l'Union africaine, comme la CEDEAO, comme l'UEMOA, sont tous allés sur ce terrain-là. Mais le Burkina a l'avantage. C'est un nouveau pouvoir, mais c'est des hommes quand même qui ont un parcours, qui ont une expérience. Certes, ils avaient une haute orientation parce que peut-être pensant être à l'abri de certaines choses, ça va leur demander de revoir les priorités. Mais je suis sûr que l'autre avantage qu'ils ont sur nous, c'est la maîtrise du territoire. Le pays est assez circonscrit. Ils ont certes une partie un peu désertique, mais pas aussi grand et incontrôlable comme chez nous. Donc je pense qu'ils ont les atouts pour réussir. Et déjà, c'est capital même pour le Mali. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'autres foyers au-delà du Mali et du Niger, surtout un truc tampon comme le Burkina. Ok, Serge, on va vous faire réagir par rapport aux perspectives dans le contexte régional, mais juste le temps de suivre le président Ibrahim Boubacar Keïta, puisque le Mali, le Burkina Faso, deux pays liés par l'histoire, la géographie et le sang, ce qui explique la visite du président Ibrahim Boubacar Keïta, la visite du président Ibeka d'abord à l'ambassade du Burkina Faso. Et Ibrahim Boubacar Keïta est allé pour exprimer la compassion du peuple malien à l'ensemble des Burkinabés. Nous l'écoutons avant de parler après de la visite, cette fois-ci, du Premier ministre Modibo Keïta à Ouagadougou. Ibrahim Boubacar Keïta, que nous écoutons ici. Je ne vous accompagne pas, je suis avec vous. Merci. Je suis concerné. Quand je suis sur là hier, j'ai vu mon frère pour lui dire toute la solidarité et toute la sympathie de l'ensemble du peuple malien. Et certainement que dans cette sympathie-là, qui est souffrir ensemble, au sens classique du terme, tous les peuples épris de liberté, ceux de la sous-région singulièrement, tous les peuples africains,
ceux du monde qui croient aux valeurs qui nous font hommes, tous sont atterrés, scandalisés, épouvantés qu'un peuple aussi accueillant, si hospitalier, si sachant accueillir l'autre qui vient à lui, ait été agressé de façon aussi barbare, aussi sauvage, aussi cruelle. Mais telle est désormais la donne à laquelle, hélas, nous devons tous nous habituer. Voilà, pour être tout à fait complet, le Premier ministre malien Modibo Keïta était ce dimanche à Ouagadougou où il a été reçu par les plus hautes autorités. Serge Danel, en termes de perspective dans le contexte régional, sous-régional, est-ce qu'il faudrait cela, l'union de l'ensemble des pays de la sous-région pour contrer désormais le mal? Si on n'a pas l'union des pays de la sous-région, ça ne fonctionnera pas. Alors il faut arrêter, il faut faire très attention à quelque chose, il ne faut pas attendre qu'il y ait un attentat, présenter des condoléances et que ça s'arrête là. Si on n'a pas le seul pays, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, le seul pays du Sahel qui a un plan de lutte contre le terrorisme, un plan affiné chaque année, c'est la Mauritanie. Ils ont un plan de lutte qui comporte deux volets, le volet sécuritaire et le volet développement. Mais est-ce que c'est pas aussi souvent parce que souvent les terroristes ils viennent de ce pays-là? Justement, parce que si eux ils arrivent à se débarrasser de leurs terroristes, nous avons le devoir d'arriver à nous débarrasser de nos terroristes. Si vous prenez le Burkina, il y a eu, je ne vais pas dire défaillance des forces de sécurité. C'était quand même impensable, vous vous demandiez si ça surprenait. Ce qui peut surprendre, c'est que les forces de sécurité du Burkina Faso, les services de renseignement n'aient pas découvert, n'est-ce pas, les traces de ces terroristes-là un peu plus tôt. Donc il y a eu un dérèglement de la situation, vous avez eu une transition d'abord, et vous avez un nouveau pouvoir qui venait de s'installer, peut-être que les gens ont dormi sur leur laurier. La lutte contre le terrorisme sera transversale ou elle ne le sera pas. C'est-à-dire que si demain vous n'avez pas un dispositif vraiment efficace, vous avez vu que le machin qui était basé en Algérie était un petit machin qui n'a jamais fonctionné. Ce sont les pays, il y a le fameux G5 qui existe par exemple. Il faut que les pays de la sous-région soient capables de lutter ensemble. Et ça passe essentiellement par le renseignement. Si vous n'avez pas le renseignement, vous ne pouvez absolument rien faire. Ok, Mme Diaradiop, ensuite Etienne. Mais je crois qu'au-delà du renseignement, le problème qui se pose, c'est que même s'il y avait des signes avant-coureurs, même si on détecte la présence d'une activité terroriste sur le territoire, c'est toujours le timing, le moment où ces gens-là vont frapper. C'est ce qu'il est aujourd'hui difficile de déterminer et aucun pays n'est à l'abri de ça, qu'on soit le Mali, le Burkina ou les États-Unis ou la France. Il y a un minimum qu'il faut pouvoir faire. Il y a un minimum, je suis d'accord. Je te coupe pas, mais en France, il y a eu la même chose. Absolument. Mais la particularité en France, c'est qu'une heure après, ou 2 jours après, on avait arrêté on avait retracé quand même le. C'est une autre étape, Serge. C'est une autre étape, l'enquête. Après, malheureusement, effectivement, la deuxième partie, les enquêtes stagnent, on perd le fil, comme pour les attentats du Radisson, mais je crois qu'aujourd'hui, en termes de collaboration, de renseignement, la population aussi a un grand rôle à jouer. Et c'est le leader du ballet citoyen, Smoke, qui disait que ce nouveau pouvoir pouvait compter sur eux pour faire de la sensibilisation au niveau des populations. Tout à fait. Et également pour dire qu'au Burkina Faso, la structure nationale représentative des musulmans a condamné ces attaques et a appelé à ne pas faire l'amalgame. C'est donc désolidariser, c'était très très important. Mais Etienne Fakaba Sissoko, ces attaques ont changé peut-être les priorités du nouveau président. Est-ce qu'il faudrait qu'elles changent aussi les priorités des institutions sous-régionales comme l'UEMOA et la CEDEAO, le Niger, le Mali, le Burkina Faso aujourd'hui, peut-être demain, on ne sait pas qui. Est-ce qu'elles doivent changer les programmes, les agendas, les priorités de ces institutions sous-régionales aussi? Moi, je suis d'accord que toutes les priorités, quelles qu'elles soient, que vous dégagez, s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de sécurité, c'est voué à l'échec. Donc aujourd'hui, s'il y a une priorité que les pays du Sahel en particulier doivent mettre en avant, c'est cet aspect sécuritaire-là. Mais là où je voulais rebondir par rapport aux propos de Serge, c'est que lui-même reconnaît que l'un des piliers du renseignement burkinabé n'est plus là et qu'il n'a toujours pas été remplacé. On reconnaît également que certains ministres, dont le ministre de la Sécurité, le ministre de la Défense, viennent tout juste d'être mis en place et n'ont même pas commencé, certains dans leur cas, n'ont même pas commencé à travailler. Donc il y a ce moment de flottement qu'il faut prendre en compte pour qui peut être une circonstance atténuante pour expliquer justement ces quelques défaillances que nous venons de voir. Mais au-delà de cela, moi je reste toujours convaincu que le mode opératoire n'avait qu'un seul but, c'était de faire le maximum de victimes.
Et ce maximum de victimes, on ne sait pas. Sur 200, c'est vrai, toutes les vies sont importantes, mais 29, je pense qu'il faut saluer quelque part la réactivité des forces de l'ordre, des forces de sécurité, qui ont pu contenir à 1 degré. On aurait souhaité que ça soit moindre, mais voilà. Alexis, il faut aller au-delà des professions de foi qu'on entend lors des sommets de la CEDEAO. Il faut aller au-delà. Ouais. Je sais que l'UEMOA vient d'adopter un programme paix et sécurité, sous la conduite d'ailleurs de Mokhtar Ouane, notre ancien ministre des Affaires étrangères, oui. Voilà, qui est le conseil diplomatique. Voilà, il a conduit ce programme, ils ont déjà élaboré ce... Oui, heureusement. Donc, à ce niveau, oui. Ouais. Donc, voilà, donc je pense que les gens sont en train de prendre la mesure, mais comme disait Serge tout de suite, et je n'aime pas le répéter, le défi, c'est vraiment au niveau du partage d'informations. Malgré le G5, malgré quand vous êtes dans les couloirs lors de ces sommets, vous entendez les récriminations des gens. Je pense que nos États ont encore des jalousies sur les questions de sécurité, n'ont pas encore compris que la lutte contre le terrorisme va au-delà des petits égos, qu'il faut vraiment partager l'information. Est-ce que vous pensez, par exemple, que c'est normal qu'en 2016, que pour mener une opération au Burkina Faso, pour mener une opération au Radisson, on ait encore besoin du soutien de forces étrangères? Est-ce que vous pensez que c'est normal? Nos pays ont les moyens qu'il faut. Le Mali est le 3e pays producteur d'or en Afrique. Donc nous avons les moyens de notre politique. Les hommes sont capables. Au Burkina, n'en parlons pas. Mais pourquoi voulez-vous que nous soyons obligés d'attendre le concours de l'extérieur pour mener une opération? On a perdu que plusieurs heures au Burkina Faso avant d'intervenir. S'il y avait des troupes d'élite de la sous-région, de l'UEMOA, de la CEDEAO, de l'Union africaine, Étienne, on aurait pu agir plus rapidement. Donc c'est pour cette raison que je dis que la lutte est transversale ou elle ne sera pas. Moi, je vois bien une force. Et je baisse le ton. Ouais. Je vois bien une force. Là, vous avez. Je vois une force. Chana me manque un peu quand même. Je vois une force, voyez-vous, de la sous-région capable d'intervenir en 1 heure au Mali, au Burkina, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, n'importe où. Sans qu'on ne soit obligé, je termine, sans qu'on ne soit obligé d'attendre le concours de l'extérieur pour intervenir militairement. Oui, je suis absolument d'accord avec. C'est des propos que nous sommes en train de répéter à longueur de journée depuis des années maintenant. C'est d'ailleurs ce qui nous vaut le nom altermondialiste ou tout ce que vous voulez. Mais au-delà de cela, j'ai dit qu'il y a des circonstances atténuantes qu'il faut prendre en compte dans le cas burkinabé. Moi, je suis entièrement. Mais vous saluez par exemple la Mauritanie, mais c'est la Mauritanie qui joue le plus mauvais jeu de la sous-région. C'est la Mauritanie qui ne partage pas les informations. C'est la Mauritanie qui sert également de base arrière à ces groupes terroristes-là. Okay. Cela aussi, il faut avoir le courage de le dire et de dire que si nous voulons le faire, il faut que ça soit dans une franche collaboration en termes de renseignement, mais aussi en termes de recherche de financement pour équiper cette unité spéciale dont la mise en place est indispensable. Ok, on me fait signe que Zoungrana veut réagir rapidement et on était en train de clore ce chapitre en 30 secondes. Oui, Zoungrana, on se demandait désormais si l'agenda, les programmes du nouveau président vont être chamboulés, bouleversés avec ces attaques-là. Oui, Dieudonné. Voilà, donc Dieudonné Zoungrana que nous essaierons de joindre au cours de prochaines émissions, peut-être pour vous rejoindre Serge Daniel, par rapport à la nécessité qui est souveraineté. C'est impensable que plus de 55 ans, 56 ans après les indépendances, que nous ayons besoin de forces auxquelles on a demandé leur départ pendant les indépendances. Deuxième thème de l'émission avec cette rumeur de remaniement ministériel qui courait à Bamako depuis quelques semaines. Plutôt qu'un remaniement, il s'est agi plutôt d'un réaménagement gouvernemental. 3 sortants, Dr Boukari Treta, on va voir les images, Dr Boukari Treta du développement rural, Mamadou Igor Diarra de l'économie et des finances et Maître Mamadou Gaussou Diarra de la promotion du secteur privé de l'investissement. Et 4 entrants, les 4 entrants
que nous allons voir les 4 nouveaux ministres. Voilà, ça s'affiche. Kassoum Denon, Dr Nango Dambélé, Koniba Sidibé et professeur Assetou Samake Migan, Etienne Fakaba Sissoko. On a tellement entendu parler de cette rumeur. Finalement, est-ce que la montagne a accouché d'une souris? Je vais faire sourire. Il imagine déjà ma réponse. Non, il est clair qu'aujourd'hui, on fait de la gymnastique, on s'agite, mais c'est une stratégie qui est connue. Lorsque la grogne sociale atteint un certain niveau, lorsque l'État est en panne, lorsque les autorités ne savent plus où mettre le pied, il y a ces jeux politiques-là que l'on met en place pour distraire un tout petit peu les gens, attirer leur attention et détourner leur attention des problèmes sécuritaires que nous avons, de la cherté de la vie, des problèmes d'insécurité, de tous ces problèmes qui font le quotidien aujourd'hui du Malien. Sinon, aujourd'hui, on penserait plus à un règlement de compte plutôt qu'à autre chose. Parce que sur les 3 qui sont sortis, 2 étaient pressentis justement pour même être potentiel Premier ministre. Alors la question qu'on se pose, est-ce que c'est pour se débarrasser des concurrents que ce remaniement ou ce réaménagement a été fait? Mme Diarradop, de la distraction, de la diversion, sont les termes du Non, je ne parlerai pas de distraction, mais même si on savait que ce remaniement, vous disiez réglage, moi je parlerais de petits réglages techniques, allait avoir lieu. Encore une fois, c'est tombé quand on s'y attendait pas. Je crois que le locataire de Koulouba est très fort dans ça. Mais ce qui surprend, c'est la sortie. C'est la surprise du chef. C'est la surprise du chef. C'est peut-être la sortie. On s'attendait peut-être pas à la sortie de ces 2 gros cadres du gouvernement que sont Dr Bokari Treta et Igor Diarra, qui avaient pourtant accumulé les bons résultats en 2015. Médiatiquement, en tout cas, on avait dit qu'il avait Igor, le ministre de l'économie, qui avait. Il n'agressait pas. Alors laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je pense que je parle médiatiquement. Il avait plutôt accumulé les bons résultats. On avait dit que c'est un banquier qui avait un peu assaini toutes les finances publiques. Et Dr Bokari Treta, qui est donc le secrétaire général du RPM et qui était pressenti Premier ministre. Mais ça, c'est ce que la presse disait. Mais je crois que le président a un tout autre plan. Et moi, je voudrais parler des entrants. C'est intéressant, les personnes qui entrent, parce qu'on a quand même des gens là qui ont une expertise. C'est pas mieux, en termes de méthodologie. Oui. On se focalise sur non, les sortants. Non, on va laisser les autres. On va laisser. On va laisser. Je voudrais juste finir sur l'entrant. On va laisser les autres réagir sur les sortants. Du professeur Migrant. Non, on va laisser les autres réagir sur les sortants d'abord. Alexis Kalambi. Il y a, c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise. Les Échos ont annoncé lundi qu'il y aura un remaniement jeudi. C'est intervenu vendredi. On est dans l'autre aspect. Et à la limite, on est même à mesure de dire qu'en fait, il y a bientôt, dans 3 mois, un vrai remaniement, certainement. Je pense qu'il y avait 2 choses. La lecture qu'on peut faire, c'est un remaniement qui conforte le Premier ministre. Il était un peu, enfin, je crois qu'il avait des bisbilles avec 2. Maître Diarra, franchement, je ne comprends pas. C'est un monsieur qui a travaillé, qui ne faisait pas de vagues, que tout le monde a reconnu intègre et travailleur. Donc vous êtes très proche. Ouais, on peut dire ça aussi. Moi aussi. Oui, je suis proche de tous qui sont intègres. Voilà, donc, à la limite, on s'interroge sur son départ, mais les 2 autres, on peut comprendre que c'est dans le but de conforter le Premier ministre en le débarrassant de tout contre-pouvoir ou de toute forte tête dans son gouvernement, n'est-ce pas? Mais à la limite, on en reparlera. Si ça conforte le Premier ministre dans son gouvernement, certainement ça ne va pas le conforter n'ayant pas la majorité présidentielle. Oui, moi j'ai une autre grille de lecture. Sur le sortant. De toutes les manières, le nouveau gouvernement est en sursis. Je pense qu'il n'y a pas eu un véritable remaniement parce que finalement, les groupes armés ne sont pas rentrés dans le gouvernement de la République. Et donc forcément, tu le disais, toi tu as peut-être les dates, moi je ne les ai pas. Il faut s'attendre à un remaniement plus profond. Maintenant, en ce qui concerne les départs, je vais me rester d'abord sur le cas de Tereta. Moi, j'ai jamais pensé que Tereta, c'était quelqu'un
le ministre de l'Agriculture, c'était quelqu'un au sein du parti au pouvoir qui pouvait tenir tête au président. J'ai jamais pensé à ça, contrairement à ce que les gens disaient. Mais il y a une grille de lecture. Il y a quand même eu des scandales dans son département, même s'il n'est pas, il prouvait qu'il est directement impliqué. Ensuite, il est évident qu'il se comportait comme un Premier ministre bis. Mais il y a une autre grille de lecture, attention. Peut-être qu'on le sort du gouvernement pour conforter le Premier ministre, effectivement, et de revoir un jour, pourquoi pas, revenir M. Tereta comme le Premier ministre de campagne, c'est-à-dire le dernier Premier ministre politique du président pendant la campagne électorale, même si, et j'en aurais terminé, même si il y a eu un communiqué du RPM quand même assez laconique après le remaniement, qui dit nous prenons acte de la reconduction du Premier ministre. Ça veut dire, 1, nous n'avons pas été consultés, 2, nous n'avons pas à féliciter le Premier ministre qui est reconduit, et de l'autre côté, on félicite Tereta, on le remercie, on le félicite, et le dernier paragraphe du communiqué précise qu'il faut continuer à travailler pour appliquer le programme du parti du RPM. Okay. Donc comme s'il était un peu en réserve de la République. Maintenant, il y a quand même le ministre de l'économie, forte tête, brillant, résultat obtenu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais il a quand même son caractère. Je crois que son caractère a fait qu'il n'est plus là où il est. Ok, c'est quand même pas la première fois que les RPM prennent acte des départs, des nominations de Premier ministre. Mais la question que j'avais envie de poser justement, c'était par rapport au ministre de l'économie et des finances sortant. On a vu les plus hautes autorités reconnaître son expertise par rapport à la relance économique du Mali. Finalement, au Mali, peut-être il faut avoir peur quand les plus hautes autorités vous félicitent. Ça veut dire peut-être que le départ, c'est pour bientôt. Je l'ai toujours dit sur ce même plateau que le pouvoir du président de la République, c'est la promotion des médiocres. Des médiocres. Pas seulement. Et dès qu'on est intègre, il vient de parler tout à l'heure du cas de Maître Diarra. Moi, je vous dis, voici quelqu'un qui a réduit la dette intérieure du pays de plus de 75%, qui a rétabli la confiance entre nous et les partenaires techniques et financiers, qui a renoué le pays avec une taux de croissance satisfaisante, qui laisse dans le trésor public au jour d'aujourd'hui 130 milliards de francs CFA. Donc, de quoi à laisser le Mali respirer pour longtemps. Est-ce que vous comprenez que quelqu'un de cette trempe puisse sortir de ce gouvernement pour des motifs de forte tête, de personnalité? Non. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de mettre l'accent sur véritablement la compétence des gens. Oui, c'est inquiétant, puisque dans la mesure où, coïncidence pour coïncidence, la semaine dernière, il y a un DG sortant d'une compagnie, pour ne pas la nommer, la CMDT, qui dit que quand il arrivait, il y avait 6 milliards dans les caisses de la CMDT, mais il part en laissant 26 milliards, et pourtant on l'a fait débarquer. Oui, ça fait peut-être... Ce n'est pas parce que vous avez 27 milliards dans les caisses de la CMDT que voilà, vous êtes le meilleur DG. C'est les résultats quand même. Ce que je vais dire, ce que Serge dit pour Tereta vaut peut-être pour Igor. C'est ici, on continue sur les analyses. Igor était parmi ceux qui sont pressentis Premier ministre. Et effectivement, il est annoncé un remaniement, un vrai cette fois-ci, pour au plus tard dans 3 mois, en ayant cette fois-ci une large ouverture sur les groupes armés et tout le reste. Alors, pour cela, il faut quelqu'un de disponible. Ça peut être Tereta ou Igor. Mais l'autre aspect, effectivement, qui va militer pour Tereta, c'est qu'il est peut-être temps de réhabiliter le politique. De respecter le fait majoritaire. Ce que je vous propose, par exemple, c'est dimanche prochain qu'on invite M. Igor ici pour qu'il nous dise pourquoi il est parti. Justement, dans la son nouvelle... téléphone est éteint, il ne prend plus le téléphone. Puisque peut-être dans la nouvelle forme du débat du dimanche, on veut peut-être insérer une rubrique à bout portant, des ministres, des personnalités qui seront sur le plateau. Super. Et en 4 ou 5 ensemble, on va leur poser des questions à bout portant. Mme Diarra, vous étiez impatiente de parler des entrants. Allez-y. Non, je dis que puisqu'on enlève des personnalités qui ont fait de bons résultats, en apparence, parce que on dit aussi que peut-être il y a des dossiers qui étaient mal gérés ou des rapports qui n'auraient pas été tout à fait exacts. On a quand même des personnalités intéressantes qui rentrent au gouvernement, que sont Koniba Sidibé, par exemple,
en remplacement de Maître Diarra ou du professeur Assetou Samake Migan qui a fait sensation pendant la rentrée des grandes universités et écoles. C'est ce qui lui a valu son poste. C'est ce qui lui a valu certainement son poste. Oui, absolument, mais je ne parle pas un autre français ni du français facile, mais je dis simplement que voilà, il y a Kassoum Denon, ancien PDG de l'Office du Niger, c'est vrai. Donc c'est une réhabilitation. Oui, pourquoi pas, mais aujourd'hui on place des gens qui peut-être sont arrivés au bout d'une limite et on met d'autres personnes. Maintenant, effectivement, c'est un gouvernement, je pense aussi, qui est en sursis, puisque on s'attendait à ce qu'une majorité de gens dont l'action est jugée inerte, ça bouge pas, qui sont toujours là. Oui, il y a le nouveau ministre, on ne parle pas des nouveaux ministres des Finances, de l'économie, qui était aux mines. C'est peut-être perçu comme une promotion, il est discret. Il fait pas de vague. L'autre aspect par rapport aux entrants, c'est que ce qui conforte dans l'idée que, comme je le disais, que le vrai remaniement va intervenir bientôt, Ibeka n'est pas allé chercher loin pour la plupart. Il y a peut-être une dame qui l'a séduite pendant la rentrée. Séduite. Oui, le discours. Oui, dans son discours. Oui, il ne faut pas vicieux. Et pour la plupart, les autres étaient ses conseillers. N'est-ce pas? Donc, à la limite, c'est dans l'urgence. Il n'était pas de l'opposition, non. Il était de la majorité. On a l'impression que ça a été fait. Vraiment, on n'est pas allé chercher loin. Il y a 2 ou 3 conseillers. Une dernière question là-dessus, question de méthodologie. 5 gouvernements en moins de 3 ans, est-ce qu'on peut atteindre le résultat escompté? Une équipe gouvernementale, souvent, c'est comme une équipe de football. Pour qu'elle prenne un trophée, il faut de l'automatisme, il faut que les ministres durent un peu ensemble. Est-ce que si on fait un remaniement chaque 3 mois, chaque 5 mois... Je voudrais dire, Soumela Cissé est parmi ceux qui ont été cités comme bon ministre des Finances. Et lui-même, quand il fait le bilan, il dit c'est parce qu'il est resté longtemps au poste. Et je pense que ça compte beaucoup. Quand vous restez, vous avez le temps de faire un agenda, de vous faire un chronogramme et de connaître les gens. Pour peu que vous ayez des objectifs et que vous voulez les atteindre, ça compte beaucoup. Parce que le docteur Boubou Cissé, il avait tout un programme par rapport aux mines. Maintenant, on l'a amené au niveau des finances. Je disais tout à l'heure en off à Serge qu'une fonction, c'était plusieurs variables et une constante. Et qu'aujourd'hui, on a touché à toutes les variables du gouvernement, Premier ministre, ministre, département et tout le reste. C'est la constante à laquelle on n'a pas touché, qui est le président de la République. Le résultat que le peuple malien attend, tant que le président de la République lui-même ne change pas de cap, ne définit pas de cap, sortir de ces discours qui sont à la limite populistes, sortir de ces longs discours et être véritablement dans l'action, être véritablement dans le renouveau, on ne s'en sortira pas. On ne peut pas parler de discours populiste. Peut-être on peut ne pas être d'accord. On va peut-être terminer là-dessus. Non, les discours du président, ce n'est pas des discours populistes. J'ai dit discours limite non, populiste. on termine là-dessus. 2016, année électorale dans beaucoup de pays africains, notamment le Gabon, le Congo, le Tchad. On va essayer de focaliser pendant le temps qui nous reste sur ces joutes-là au Bénin et au Niger. Nous allons peut-être commencer par le Niger. Le Niger, Alexis Kalambri, la grosse information, c'est qu'il y aura un candidat qui va peut-être battre campagne à partir de sa cellule. Oui, en fait, à la limite, bon, c'est vrai que le Niger a des institutions bien solides et c'est assez compliqué pour ce cas-ci. Sinon, le président sortant n'a pas besoin de ça. C'est un monsieur qui ne fait pas de vagues, qui a révolutionné le visage de Niamey. Si vous partez à Niamey, c'est un grand chantier. Il a beaucoup travaillé dans le domaine de la sécurité sous-régionale. Il a travaillé. Donc, il a un bilan qui milite pour vraiment en sa faveur et ça peut entacher le fait qu'on donne l'impression qu'il y a acharnement contre quelqu'un. Effectivement, ça peut un peu entacher. Je ne sais pas si je peux embrayer sur le Bénin. Je rentre de Cotonou. Le Premier ministre était dit, chez les journalistes, ils disent
on a l'impression qu'il est imposé de l'extérieur. Il n'a aucune chance. Effectivement, on vous parlait beaucoup plus des deux hommes d'affaires, Talon et Ayavon, je crois, qui avaient le vent en poupe. Mais vous avez vu qu'il y a déjà des alliances en faveur du Premier ministre. Je pense qu'il a encore ses cartes en main, mais pour beaucoup de gens, il est le candidat de la France, il est imposé, mais je pense qu'il va compter. Oui, pour le Niger, c'est simple. Il a un résultat. Il a des résultats, le président sortant. Mais la difficulté pour lui, c'est de prouver que M. Hama, qui est en prison, n'est pas un prisonnier politique. C'est ça la difficulté pour lui. Il a des problèmes avec la justice, c'est évident. Mais la difficulté pour l'actuelle présidence, la première difficulté, c'est de prouver que M. Hama n'est pas un prisonnier politique. La deuxième difficulté pour lui, c'est de passer dès le premier tour. Parce que s'il va au deuxième tour, à mon avis, ça va être compliqué pour lui. Quant au Bénin, j'aime bien cette campagne électorale. Ce n'est pas parce qu'on est milliardaire qu'on peut gouverner un pays. Ce n'est pas parce qu'on fait une campagne à la hollywoodienne qu'on va gouverner un pays. J'ai lu les programmes des candidats. Moi, je suis séduit par deux candidats, le programme de deux candidats, des programmes chiffrés. Vous avez M. Biochane et puis vous avez M. Lionel Zinsou. Comme quoi, c'est peut-être des économistes. Zinsou, on avait dit qu'il n'est pas assez tropicalisé. Mais oui, mais ça m'a beaucoup fait rigoler parce que ça m'a beaucoup fait rigoler. Ce dont on a besoin, c'est quelqu'un qui peut relever le pays. À un moment, on a voulu faire croire, par exemple, qu'Alassane Ouattara n'était pas ivoirien, qu'il était resté à l'étranger, etc. C'est toujours le problème. Maintenant, la particularité avec Zinsou, c'est qu'on se rend compte qu'il n'est plus seul. Parce que l'un des vieux partis, l'un des titans de la classe politique béninoise, le président de l'Assemblée nationale, dit, moi, je fais voter Zinsou. Et le président Soglo, l'ancien président Soglo, qui se lève, non, c'est la France-Afrique. Il ne faut pas que là, on nous impose quelqu'un. On se rend compte que son propre fils appelle à voter pour Zinsou comme si la rébellion est dans sa propre famille. Donc il faut que les élections soient transparentes et qu'il y ait un président démocratiquement élu à qui on va aller rendre visite avec Étienne Bénin. Oui, Étienne, vous voulez embrayer sur quel pays, Bénin ou Niger? Bon, Bénin. Pas sur le Mali en tout cas. Non, sur le Bénin, moi je suis pour la promotion des économistes et Alassane est la preuve que les économistes peuvent être d'excellents présidents de la République. Donc l'ancien de la BAD, M. Bio, peut être également un très bon candidat. Maintenant, pour le Niger, moi je dis la principale difficulté, c'est effectivement de démontrer que ce n'est pas un prisonnier politique, mais c'est aussi la double face du jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, en le maintenant en prison, on n'est pas en train de faire sa promotion, on n'est pas en train de faire sa campagne à sa place? Et parce que la population est très... Parce qu'en Afrique, il y a eu beaucoup d'anciens prisonniers qui ont été présidents de la cellule, le palais, Alpha Condé, parce que Laurent Gbagbo. il peut jouer à la victimisation, parce que jusque-là, on n'a pas démontré véritablement qu'il est impliqué ou qu'il ne l'est pas. Donc il faut que le pouvoir reste flexible par rapport à ça, d'autant plus que tous les autres ont été libérés, sauf lui. Donc il faut voir ce côté-là. Oui, je crois aussi qu'en agissant aussi, on contribue un peu à la légende de Hama Amadou, qui a quand même pris ce risque de revenir, sachant qu'il allait être incarcéré. Et d'ailleurs, ses militants sont très déterminés, puisqu'ils disent qu'il ira de la prison à la présidence. Bon, on verra bien, mais je pense qu'aussi il y a un rapport de force. Le pouvoir montre que voilà, on contrôle les choses. Et pour le Bénin, en tout cas les deux pays, Niger et Bénin, c'est un signal d'élections qui vont, je pense, être assez pacifiés quand on voit le reste de la sous-région. Et aussi sur ce profil d'économistes qui reviennent au pouvoir, comme la nomination du Premier ministre en Guinée. Voilà, donc c'est un signal qui est positif et on espère que ces élections vont se dérouler le plus paisiblement possible. Oui, au Bénin, Alexis, le président n'est pas candidat à sa propre succession, mais au Niger, il l'est. Est-ce que ça peut être déterminant dans le choix des... Non, dans les deux cas, c'est déterminant parce que le président sortant, à la limite, est pour Zinsou, son premier ministre. Ah bon? Oui, donc ça compte, quoi qu'il en soit. Et dans le cas du Niger, comme je le dis, il est président sortant. Donc au Bénin, Zinsou, il a reçu la passe millimétrée de... Oui, non, ça, oui, on verra. C'est vrai que... oui, non, en plus, le président est iconoclaste. Bon, il est capable du meilleur comme du pire, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Mais je suis confiant pour le Niger parce que
ce monsieur est bien. Sans bruit, sans vague, il travaille, il est un pion central dans le Sahel pour la lutte contre disons, tout ce qui se passe. Donc, je pense qu'il a les cartes en main, il a un bilan qui milite pour lui. Ça doit pas. Et c'est vrai qu'on est loin de la période Bongo Père qui disait qu'on n'organisait pas les élections pour les pères, mais c'est autre temps, autre vérité. Oui, surtout pour le Niger, avec ce qui s'est passé au Burkina Faso, on dit que le Niger, c'est le dernier verrou qui ne doit pas être sauté, sinon ce sera l'avancée de Boko Haram qui sera en convergence donc avec d'autres forces au niveau du nord malien. Merci d'avoir suivi ce numéro du débat du dimanche. Nos invités étaient Etienne Fakaba Sissoko, enseignant et qui fait le plaidoyer des économistes, Mam Diarra Diop du journal du Mali L'Hebdo, Alexis Calambri, directeur de publication des Échos, et Serge Daniel, journaliste écrivain. Nous avons joint en direct Dieudonné Zungrana depuis la capitale burkinabé Ouagadougou et Gilles Yabi depuis Paris. Merci d'avoir suivi ce numéro du débat du dimanche. À la semaine prochaine.